To all the nominees, thank you all for what you've given us, for the years you've spent creating these beautiful, beautiful films. Okay, and the Oscar goes to... Ça, c'est la cérémonie des Oscars de 2025, la 97e édition. La fameuse cérémonie la plus reconnue où on récompense les performances cinématographiques jugées les meilleures de l'année. Et qu'on approuve ou pas cette cérémonie, ça reste le Graal de tout cinéaste d'avoir son nom de cité après cette fameuse phrase. And the Oscar goes to... Et cette année, c'était quand même mouvementé, entre le scandale Emilia Pérez que tout le monde a trouvé nul à chier, les polémiques liées à l'actrice principale et ses propos inadaptés balancés sur Twitter, la représentation du Mexique, de la transidentité, bref. Et enfin, l'IA qui a eu un certain rôle largement controversé dans ce film et dans The Brutalist. Tout ça a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Mais je suis un peu passé à côté parce que je m'en fous. Moi, la seule catégorie des Oscars qui m'intéresse, c'est celle des films d'animation. J'ai été élevé à ça et j'ai jamais grandi, et on peut dire que cette année, c'était bien serré. 5 films, 5 candidats. Vice Versa 2, le dernier Pixar qui, en plus d'avoir réussi l'exploit de faire bien mieux que le premier, parle avec une justesse rarement vue de tous les tracas qu'on peut avoir dans notre cerveau. Le Robot Sauvage, le dernier DreamWorks qui aura fait chialer bien des gens. Voilà ces gros mythes, toujours autant de stop motion et de pâte à modeler, toujours autant de bonnes idées et le retour du plus grand antagoniste de tous les temps. Mémoire d'un escargot, en stop motion lui aussi, excellent de son contraste entre l'utilisation de l'animation, genre plutôt relié à l'enfance pour justement démontrer tous les traumas qui peuvent y être liés, et ce qui en suit. Et enfin Flow, petit film indépendant d'à peine 1h20 qui a commencé sa production 5 ans auparavant et qui nous vient tout droit de Lettonie, d'un petit réalisateur qui avait fait son dernier long métrage entièrement seul, j'ai nommé Gins Zilbalodis. And the Oscar goes to... Flow. Flow. Oh, il est trop mignon. Le film commence donc sur ce petit château mignon, seul dans la nature, dans la forêt la plus verte que tu pourras voir, celle que tu ne vois qu'au mois de mai quand tu vas cueillir du muguet et que... Tu t'égares, mec. Oh, déjà ? Après avoir esquivé la route des racailles de Zangartier, on a à l'écran la raison principale de pourquoi j'adore ce film. Ce soleil rouge-orangé qui par son crépuscule contraste son opposé, la couleur verte qui est omniprésente dans la campagne. On a un design sonore estival avec en plus cette musique toute mignonne. Et enfin le paysage, ces petites statues de chats qui traînent un peu partout, celles énormes qui surplombent le décor pour qu'enfin on arrive sur la maison de l'homme qui a sculpté tous ces chats. Mais avec ça une pointe de questionnement. Pourquoi la nature a repris ses droits sur la maison ? Pourquoi la fenêtre est brisée ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne ? Le décor est on ne peut plus vivant, mais en même temps totalement mort. Sur un plan séquence de quasi 2 minutes, le réal vient de nous exposer et son univers et la beauté de son univers. Et ce chat, bordel, qu'est-ce qu'il est mignon! Et vous voulez qu'on parle encore plus d'exposition efficace? Le plan coupe sur l'eau d'une rivière qui va être l'élément principal du film. Le titre du film s'affiche Flow, le mouvement, l'eau qui coule littéralement, comme cette caméra qui tremble autant que si quelqu'un la portait. Puis elle remonte sur le chat qui s'approche de l'eau avec dans le décor cette barque dans l'arbre. Et c'est la poursuite, parce que le petit chat a voulu gratter un bout de poiscaille. Le petit chat qui court dans la forêt. Mais grâce à la diversion d'un lapin, sûrement lui aussi en route pour aller dire à une demoiselle qu'elle est en retard, il s'échappe. Mais c'est pas fini pour autant, cette fois la menace est plus grande. Tel Simba, il se retrouve sous le couvert des sabots d'une meute de cervidés et qui fuit. Gins Zilbalodis, c'est un petit jeune. Né en 1994 d'une mère peintre et d'un père sculpteur, il avait déjà un bon pied dans le domaine artistique. Anxieux de nature et très introverti, il se trouve assez vite une passion pour le cinéma, et en particulier l'animation. Lui qui n'arrive pas à extérioriser ses mots par des mots, il les extériorise par des images. D'abord dans l'animation en 2D, il publie sur les réseaux en 2010 son premier court-métrage, Rush, d'à peine plus d'1 minute. Un gars traverse la route, manquant de se faire écraser à plusieurs reprises parce qu'il va rater son bus, et retournement de situation à la fin... Je dirais rien, je garde le suspense. Salaud. Et cette première expérience d'animation a l'air de lui plaire puisqu'il sort son deuxième court-métrage en 2012, le dernier à être réalisé en animation 2D et le dernier à être réalisé pendant qu'il était encore dans son parcours scolaire. Aqua, qui raconte l'histoire d'un petit chat se réveillant en haut d'un arbre, découvrant que le monde autour de lui a été englouti sous l'eau.
Il saute sur une barque qui passe par là et doit affronter sa peur de l'eau. C'est ce court-métrage qu'il a fait pendant son adolescence qui a servi de base au film Flow, et ce, même dans les thèmes abordés. La peur de l'eau, c'est l'anxiété. Au sens large, je pense, selon mon interprétation. Du sentiment que ça procure, du fait de se sentir littéralement submergé par ses émotions, de se retrouver comme noyé dans un lieu inconnu. Et sous ce prisme-là, d'en plus voir que tout son environnement connu et rassurant a disparu, ça aide à la comparaison. Et donc combattre sa peur de l'eau, ça serait combattre son anxiété, ça serait plonger la tête la première dedans pour voir que cet océan n'est pas tout noir et menaçant, mais peut avoir de belles choses, même si c'est pas agréable et peu respirable. Ah, il est vivant, j'ai super peur. Bah dépêche-toi de te remettre tes émotions parce que c'est pas fini. Alors qu'il se fait pote avec ce petit chien, il rentre chez lui sain et sauf, mais il a à peine le temps de se taper une petite siestone que l'eau monte jusqu'ici et engloutit tout sur son passage. Le toutou est récupéré par son gang et l'eau submerge les petites statues jusqu'à la grande qui autrefois surplombait le monde. Mais laissez-moi introduire un nouveau personnage venu de l'autre bout du monde sur sa barque pour sauver notre chat, Capybara-sama. La petite équipe est maintenant partie vers l'horizon, accueillant au passage un petit lémur, et où on va voir pour la première fois un gentil oiseau qui va gentiment profiter que le chat soit tombé à l'eau et à 2 doigts de mourir pour gentiment le capturer et l'emmener avec lui, probablement dans le gentil but de le bouffer, pour au final le relâcher gentiment sur le bateau. C'est comme ça que démarrent les amitiés. Peu après, on va assister au lynchage public et au bully général de notre petit camarade le lémur. Capybara-sama lui force à tout abandonner, défonçant au passage la moitié de ses affaires avant que toute sa maison et toutes ses possessions soient englouties. Bah j'espère qu'il a une bonne assurance, hein, parce que les dégâts des eaux, ça va coûter cher à réparer, hein. Un peu plus tard, Capybara-sama va se foutre comme un gros sac sur ses affaires pour bien tout mettre par terre. Le voyage continue jusqu'à ce qu'ils arrivent près d'un moulin. Notre petit Ginzil Balodis continue son bonhomme de chemin. Depuis ses 2 premiers courts-métrages, est à fond dans le cinoche et est sûr d'une chose, il veut absolument continuer là-dedans. Mais il habite en Lettonie. La Lettonie, ça reste un petit pays, 1,8 million d'habitants au total, soit moins que Paris, qui est plus un pays qui vénère son folklore et ses traditions et n'a jamais vraiment eu l'art cinématographique dans ses plus grands centres d'intérêt. Pour exemple, si j'en crois ce Wikipédia, il n'y a que quelques films lettons qui sortent par an. C'est pas beaucoup. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire des études de cinéma là-bas, surtout en animation. Alors Gins se met à son compte et expérimente, apprend de son côté et sort Priorities, Followers et Inaudible en 2014 et 2015. Et première nouveauté, il travaille maintenant sur le logiciel de 3D Maya. Parce qu'on vit à une époque formidable et que si t'as envie de faire un film tout seul dans ta chambre depuis chez toi, t'as juste besoin d'un PC qui tourne, d'un peu de patience et d'une chier de tutos YouTube. J'aime beaucoup explorer les travaux qu'a fait Gins au cours de sa vie, puisqu'on a vraiment des prémices de comment il a appris à construire ses films, et ça permet de découvrir quelques pépites cachées. Maintenant c'est plus un mensonge pour personne, j'aime vraiment le travail et la sensibilité artistique de ce gars, et en grande majorité parce qu'il laisse beaucoup, mais vraiment beaucoup de place à l'interprétation du spectateur. Et c'est beaucoup le cas dans ses fins qu'il aime laisser ouvertes. À la fin de À quoi la vague rattrape le chat et cut sur le générique, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pareil pour Followers, il nous laisse sur un gros doute et on le verra pour Flo, rien n'est clair non plus. Et pour moi, là où il a perfectionné son art de la fin ouverte, c'est sur Inaudible. Ce gars est trompettiste, mais suite à un coup d'éclair sur la tête, il est devenu sourd. Il est alors entraîné dans une spirale infernale, job de merde, exclusion sociale, alcoolisme, jusqu'à un soir où, par un nouvel orage, il décide de retourner en haut du moulin, là où tout avait commencé, pour rejouer ce morceau qui lui tient tant à cœur. Un nouvel éclair lui tombe dessus, il tombe raide mort et, enfin, sur le coup c'est presque évident, un éclair en pleine bouche comme ça tue un homme. Mais là, il se passe ça. Les bruits de la ville reviennent. Et depuis le début, on suit le point de vue audio du trompettiste. Ce qu'il entend, on l'entend.
Et surtout, ce qu'il n'entend pas, on ne l'entend pas non plus. Donc ce son ambiant de la ville qui revient, ça fait poser une question. Est-ce qu'il est mort ou est-ce que ça a marché, il a retrouvé son audition? Et on n'aura jamais de réponse. Parce qu'en plus Gins est un petit cachotier qui aime bien ne pas tout dire sur ses films. Il répondra à aucune question dans les commentaires YouTube et tous les autres endroits où il a posté son métrage, et maintenant en interview, il ne parle plus de ses vieux métrages. Et moi j'adore cette frustration. Parce que si on n'a pas la sacro-sainte explication du réal, on a dans les commentaires des gens qui se font leur propre interprétation, à qui cette histoire de son et de musicalité touche. Parce que le son, c'est important. Ça, c'est Gins, pour Letterboxd. Oui, je prononce le D à la fin, suivez-moi là-bas, je passe des revues rigolotes. Selon cette petite tradition pour les cinéastes de donner leurs 4 films préférés. Ça peut peut-être sembler un peu stérile comme ça, comme procédé, mais en réalité de connaître les inspirations voulues comme inconscientes dans le travail d'un auteur, pour moi ça permet de connaître toutes les petites briques qui ont servi à construire le mur de culture qui sert de support à la créativité de la personne. C'est un peu comme si on essayait de décortiquer le tableau d'un peintre et qu'il nous disait lui-même quelle couleur il avait utilisé. Et dans ce top 4, il cite un très vieux film datant de 1926, bientôt 100 ans, joyeux anniversaire, The General, ou en français Le Mécano de la Générale. C'est un film muet très rigolo qui raconte globalement l'histoire d'un gars qui se fait refuser à l'armée pendant la guerre de sécession, mais va se faire voler sa locomotive adorée, la Générale, par les ennemis. Et alors s'enchaînent course-poursuite et gags rocambolesques. Bon, là tout de suite on voit pas le rapport avec la choucroute, mais... Without dialogue, you need to have very kind of clear stakes and goals. Sans aucune parole, ça force à soigner l'image, le son, les musiques, d'obliger le spectateur à être investi dans l'œuvre, à devoir garder les yeux rivés sur l'écran. Le but de Zilbalodis dans cette démarche est un peu de challenger le spectateur, de ne pas donner les explications de ce qu'il se passe par un mec qui va juste résumer le scénario pour qu'il puisse réfléchir par lui-même. Et ça permet aussi plus d'expressivité, vu qu'il n'y a pas de dialogue, pas de bouche sur lesquelles il faut que nous ayons les yeux rivés, tous les autres aspects peuvent s'amuser pour compenser ce manque, entre guillemets. La caméra est beaucoup plus expressive, avec des plans qui bougent énormément, et on en reparlera parce que cette caméra, elle a un petit quelque chose de spécial. Et ça permet donc aussi à tout l'univers audio de prendre plus de place. Ce qui inclut les bruitages, les sons des animaux, le bruissement de l'eau et surtout la musique. Gins cite The General en particulier parce que Buster Keaton, réal et acteur principal, mettait un point d'honneur là-dessus. Il mettait des cartons parce que quand même pour suivre le scénar c'est mieux s'il y a des conversations dans le film, mais il faisait de son mieux pour en mettre le moins possible et donc se focuser plus sur l'image et sur ce qu'il s'y passait. Et c'est un élément qui a son importance puisque dans aucun des métrages de Gins, il y a quelqu'un qui dit une phrase complète et audible de vive voix. Et d'ailleurs vu comme ça, même si on sent très bien la patte de Gins à chaque fois, hein, c'est comme si depuis le début il n'avait pas dit un seul mot. À peine accosté, le lémur se trouve un nouveau joujou et il en devient tout gouloum. C'est mon précieux, il est à moi. Le labrador retrouve la fine équipe, commence une love story avec Capybara-sama. Et vous trouvez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas victimisé le lémur? Ça fait pas genre 5 minutes, c'est ce que je dis, ça fait longtemps. Et vu que ça devient un sport national, c'est au tour du labrador de bien se foutre de sa gueule. C'est ensuite au tour du piaf de rejoindre l'équipe, en essayant de se faire pardonner d'avoir presque buté le chat tout à l'heure, avec un petit poisson. Mais malheureusement, ça va pas le mettre en accord avec son clan qui va préférer donner la poiscaille à un oiseau bébé et nourrir une haine inexpliquée envers le chat. Haine qui va les emmener jusqu'à briser une aile à notre piaf parce qu'il a voulu défendre leur petit chat et qui, forcé de rejoindre l'équipe, va faire repartir d'ici la gueule pendant le reste du film. Et on est reparti en bateau et... Le lémur, il a été tranquille plus de 5 minutes là, non? Mais stop, laisse-le tranquille, non? Donc le chat met toutes ses affaires par terre, lui aussi. Il rencontre son clan de lémurs, dont lui, en train de prier, je suppose, pourquoi pas, et qui repartent sans lui, parce que quand même son clan a trouvé ce nouveau sport de l'humilier vachement rigolo. Ils arrivent maintenant en ville, une sorte de Venise post-apocalyptique, où il y a encore plus d'eau qu'avant. Et au fait, le lémur, il est tranquille depuis combien de temps là? 30 secondes? Mais stop, ça fait beaucoup 30 secondes. Mais c'est une dinguerie. C'est maintenant au tour du labrador d'utiliser la nouvelle trouvaille du lémur pour jouer avec. Et il va avoir la merveilleuse idée de vouloir jouer avec le piaf, qui, je le rappelle, fait la gueule et va l'envoyer à la flotte. C'est la guéguerre pour aller le récupérer, baston général, et c'est le chat qui va prendre. Il manque encore de se noyer, mais en fait c'était juste pour faire le plan de l'affiche du film, et une fois de retour sur le bateau... Ah ouais, quand même. C'est quel genre de baleine ça? Un cachalot? Avec tous les pics qu'elle a? Et toutes les tentacules et les 157 nageoires là? On dirait un monstre dans un Final Fantasy. On dirait plus la petite sœur avortée de Cthulhu, tu veux dire? Ou alors un boss de Shadow of the Colossus. Shadow of the quoi?
Nous sommes maintenant en 2015, Zil Balodis vient de sortir 3 courts-métrages en 2 ans et veut passer à la vitesse supérieure et faire un long-métrage, l'envoyer dans des festivals, tout ça. Et il est pas teubé, hein. Il sait que son point fort c'est les courts-métrages et il sait que les investisseurs le savent. Alors pour trouver quelques fonds pour son film, déjà il galère, mais surtout il promet un projet de 4 courts-métrages au cas où il n'arriverait pas au bout. C'est pour ça qu'il a sorti le short Oasis en 2017, qui n'est rien d'autre que le premier chapitre, donc le premier quart de Away, ou Ailleurs en VF, qui sortira en 2019. Et qui raconte l'histoire d'un rescapé d'un crash d'avion qui va se retrouver seul dans un monde désertique, où les seules rares habitations sont des maisons en ruine tellement vieilles qu'une forêt a poussé dessus, et qui va vite comprendre pourquoi tout est si vide. Dans ces contrées vit une sorte de géant qui a pas l'air très sympa, représente la mort peut-être, et va poursuivre notre gars sur toute la route. Mais ce jeune homme, parcourant ce nouveau monde, va recueillir avec lui et se lier d'amitié avec un petit oiseau, qu'il va se donner comme objectif de protéger à tout prix. Ce film, très minimaliste, est plus à voir comme une collection de paysages, comme ces forêts, ce lac miroir, ces arches qui vont le guider, dans une esthétique plutôt contemplative. Que ce soit à cause des restrictions budgétaires ou par choix artistique, ce premier long métrage signé Gins Zil Balodis a été entièrement fait par lui et lui seul, et il aura bossé dessus pendant au total un peu moins de 4 ans. Et le scénario est beaucoup né de contraintes liées aux limitations techniques. C'est de l'animation 3D parce que c'est faisable de chez lui sur son PC, alors que s'il avait voulu faire du stop motion par exemple, il aurait fallu tout un setup avec des lumières, une caméra et tout plein de matos qui coûte une blinde. Niveau animation et modélisation, il y a très peu de personnages, seulement un gars et un oiseau pendant la grosse majorité du film, plus ce géant, quelques chats, 3 humains pour la foule du grand final, et on a fait le tour je crois. Et pour couronner le tout, la plupart des props sont des trucs faciles à animer, comme la moto, où il y a juste les roues à faire tourner. L'île désertique, c'est parce qu'il n'y a rien, donc rien à modéliser du coup. Et même ce géant, c'est juste un amas de formes très simples. La façon dont il marche, c'est un peu toujours la même. Quoi? Ben, regarde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il y a une grosse vibe jeu vidéo, mais pas non plus n'importe quel jeu vidéo. Niveau scénario, le jeu se dessine super bien. T'as un ennemi qui te poursuit dans tout le jeu, qui te force à avancer de niveau en niveau, et rien qu'en regardant des images, je vois le gameplay. Les phases d'exploration à pied, de progression en moto, quelques énigmes pour empêcher la progression du géant. Et surtout au niveau graphique, ceux qui ont penché leur tête dans les jeux vidéo plus d'une fois le verront. Mais ça se rapproche pas du tout des gros jeux type Call of Duty ou Mario, mais plus des jeux indépendants et narratifs. Il y a beaucoup de points communs entre le film de Zil Balodis et les jeux indés. Déjà pour l'attention de base d'avoir une vision de quelqu'un qui a un truc à dire, pour les petits budgets, etc. Mais ce que j'aime et qui m'a touché, c'est que d'habitude c'est le jeu vidéo qui s'inspire du cinéma pour devenir meilleur, jugeant par The Last of Us. Mais cette fois c'est l'inverse, on a beaucoup plus l'esthétique des jeux indés qui vient s'installer dans le film, la boucle est bouclée. Les modèles 3D sont plus sobres, sans fioritures, les décors pareils avec des textures qui se répètent. Ce film m'a fait penser au jeu Firewatch par exemple, qui utilise une esthétique qu'on appelle low poly. Tous ceux qui ont voulu se mettre à la 3D auront un petit sourire au coin de la bouche en entendant parler de ça. Low poly pour low polygone, petit nombre de polygones. En gros, petite définition graphique et facile à faire. Et en même temps, ça m'a aussi fait penser à des jeux plus du type de Far, Lone Sales, ou par son style plus dessin, organique, qui est un style cher à Zil Balodis, surtout quand on sait qu'il faisait de l'animation de dessin avant la 3D. Et tout ça c'est un peu à double tranchant, déjà ça économise une blinde de budget pour esquiver tout le photoréalisme qui n'est abordable que par les gros studios, mais aussi ça permet d'avoir une patte beaucoup plus personnelle et unique. Si je vous montre une image random de Shadow of the Colossus, de Firewatch, de Far, sans citer les jeux, c'est possible de les reconnaître par leur patte graphique, et j'en suis convaincu. Parce qu'il y a dans ces œuvres quelque chose qui dépasse le scénario et le développement de personnages, c'est une forte attention à l'esthétique. Et c'est la même chose du côté musique, comparons vite fait les musiques entre les gros studios et les œuvres indées. Dans le cinéma, exactement comme dans le jeu vidéo, on va avoir le même schéma. Pour un gros projet type Marvel ou Call of Duty, on va se payer des gros orchestres, faire une BO avec gros budget qui va aller dans le grandiose et les explosions, alors que dans les œuvres indées, on aura beaucoup plus quelque chose fait avec les moyens du bord. Des petits synthés tout mignons, des morceaux beaucoup plus du genre ambient et minimaliste. Et ça se sent parce qu'on arrive plus à quelque chose d'intime avec beaucoup moins d'instruments et une masse sonore moins importante. Et je voulais pas être trop insistant dessus parce qu'en vrai c'est juste une coïncidence, mais si je vous dis une histoire du point de vue d'un chat qui va parcourir un long chemin pour trouver ses potes et va devoir faire des rencontres, sortir de sa zone de confort pour remonter à la surface, tout ça dans une dystopie probablement post-apocalyptique, les amateurs de films vont me dire « Bah, c'est flou », mais les amateurs de jeux vidéo vont me dire « Bah, c'est Stray ».
Enfin bref. Vous voulez savoir un truc? Je pense que si ça m'a autant fait penser à Shadow of the Colossus, en premier lieu, c'est pas pour rien. Ce jeu est japonais, dans un récit poétique, dans une ode à la nature, mêlant grandiose et héroïsme. Et l'équivalent un peu au cinéma de ce genre d'œuvre, c'est les studios Ghibli et les films de Miyazaki, tout ce qui est le voyage de Chihiro, le château ambulant. Et les inspirations Ghibli, il y en a partout dans le cinéma de Zilba Lodis. Ce géant qu'on voit pendant tout le film, c'est l'une des formes du dieu dans Mononoke. Les lunettes et le véhicule du perso principal, c'est Pazu du château dans le ciel. Et même tout le court-métrage Inaudible est inspiré de Pazu. Cet atelier du sculpteur dans Flow, c'est cet atelier de luthier dans Si tu tends l'oreille. Et même beaucoup plus largement, cette inondation, ce monde englouti, c'est Ponyo. C'est Conan, le fils du futur. Une série d'animation signée Miyazaki dans les années 70 avant même qu'il ne se mette au long métrage. Et ce qui l'a inspiré le plus au-dessus de ça, c'est le rythme des films. Du talent de Miyazaki de savoir bien alterner les scènes d'action où il se passe plein de trucs en même temps avec les scènes beaucoup plus chill où il va plus prendre le temps de nous laisser regarder les décors et apprécier le paysage. Et tout ça sans que le spectateur s'emmerde. Après être sorti de la ville et avoir sauvé la troupe de chiens, le film nous indique subtilement par toutes ces barques détruites, ces colonnes imposantes et l'orage qui se lèvent qu'on approche de la fin du film. L'oiseau part devant et après que le chat soit tombé une énième fois à l'eau, le rejoint tout en haut de la plus grande colonne. Là-haut, tout s'envole, l'eau goutte à goutte, puis le chat et l'oiseau, tout se met à léviter. Les aurores boréales apparaissent et c'est au final l'oiseau qui se sacrifie et s'envole vers les cieux pour que le monde soit sauvé. Et ça marche! La montée des eaux redescend, redécouvrant le paysage vert de la forêt. Notre petit chat récupère ses amis un par un, d'abord le lémur qui a enfin arrêté de se faire victimiser, puis tous les autres qui jouent à la balançoire au-dessus d'un précipice. Mais tout le monde est bien sûr tiré d'affaire, même si les racailles, trop contentes de retrouver les victimes de leur quartier, retournent courir après le lapin, manquant de faire crever Capybara-sama. Tout va bien, ou presque, puisque le signe annonciateur de la montée des eaux revient, les cerfs courent une nouvelle fois à l'opposé du danger. Un peu plus loin, notre club des presque 5 découvre la baleine en train de mourir parce que c'est bien la seule dans l'histoire qui était bien contente qu'il y ait autant d'eau partout. L'eau petit chat compatit, mais n'en a pas tant que ça quelque chose à faire puisqu'il préfère aller regarder son reflet dans une flaque, accompagné de ses nouveaux copains. Ben voilà, c'est fini, on en pense quoi? J'en pense qu'il y a un truc qui va pas dans ton histoire. C'est-à-dire? Zilba Lodis t'a dit que son premier film il a été fait en 3 ans et demi, c'est ça? Ouais. Et là pour son deuxième, il s'est entouré d'une équipe. Ouais. Mais cette fois, ça lui a pris 5 ans. Ouais. Y a pas foutage de gueule par hasard. Ouais. Non, pas du tout, laisse-moi t'expliquer, camarade. C'est vrai que vu comme ça, il y a problème, mais en vrai, rien qu'en faisant un comparatif des deux, il y a quand même beaucoup plus de taf sur Flow. Il gère 5 persos principaux et encore bien d'autres derrière, contre 3 pendant tout le film pour Away, et un pic énorme à 5 à la fin. Pour Away, il devait sans cesse se limiter, nombreux de persos, trucs faciles à animer, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc revenons à Flow. Pour la petite anecdote, le film a été entièrement fait sur Blender, ce fameux logiciel gratuit créateur de donuts sucrés au sucre. D'ailleurs voilà les miens. Avec un budget de 3,5 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois moins que Bienvenue chez les Ch'tis. Bravo pilote! Ah putain. Mais même s'il y a largement plus de budget que pour Away, c'est toujours très peu, donc il y a pas mal de limitations techniques qui vont avec, et plus de durée dans le temps. Et qui dit tout petit budget dit nouvelles contraintes, mais qui vont donner de nouvelles options créatives, ça implique une nouvelle équipe, assez jeune, assez nouvelle dans le métier, qui fait qu'il y a encore pour Gins tout l'engouement du début, toute la passion, et surtout pour lui un environnement plus confortable. Il a toujours tout fait tout seul, et ça serait chaud pour une première fois à bosser avec des gens, de prendre des pros, des gens qui ont fait ça toute leur vie. Déjà il y a ça, et aussi un autre truc important, le mode de production du film. Chaque plan est travaillé quasi individuellement. D'habitude pour un film on fait un storyboard, là on se représente les plans, on écrit le scénario, ce qu'on appelle la pré-production. Puis on entre dans le vif du sujet en filmant ou créant les plans, la production. Puis enfin la post-production avec montage, là où on assemble tout, l'étalonnage, où on ajuste les couleurs, etc. etc. C'est pas juste à 100% et c'est dit très grossièrement, mais là où c'est important de savoir ça, c'est que Zilba Lodis, lui, décide de tout faire en même temps. Et c'est d'ailleurs un mode de fonctionnement assez intéressant. Gins n'a pas les plans dans sa tête dès le départ, et la modélisation 3D c'est vraiment pour lui un moyen d'explorer. Il crée d'abord une version très sobre, très pas finie du tout, d'un décor et se balade dedans avec la caméra virtuelle, pour trouver des shots et des angles de caméra qui lui plaisent. Il avait déjà bossé comme ça sur Away et ça lui avait plu. Toute création 3D est une exploration. Il n'y a pas vraiment de point de départ ou d'arrivée, juste lui qui explore sur le logiciel. C'est pour ça qu'il peut y avoir jusqu'à plus de 50 versions d'une même séquence. Et donc faire ça sur Blender a permis d'explorer les paysages par une caméra virtuelle. Comme si Zilba Lodis avait pris un Steadicam pour se balader direct dans les décors et avait pris beaucoup de liberté avec. Je l'ai mentionné au tout début, la caméra bouge beaucoup dans le film. Et je sais pas si vous en regardez beaucoup vous des films d'animation, mais de tous ceux que j'ai vus, j'ai jamais vu la caméra bouger autant. Même bouger un petit peu,
En général, on a quand même plus de plans fixes. Ici, la caméra est vraiment très mobile. Quand le chat échappe au chien pour son poisson au début, on suit sa course effrénée exactement avec lui et au même niveau. On a notre gros plan séquence de tout à l'heure et des exemples comme ça, on en a absolument partout dans le film. La caméra prend de la place, peut-être celle laissée par le manque de voix, on y revient pour devenir un personnage à elle-même. Et ce film, c'est aussi un film à contre-courant complet de ce que fait Hollywood, et plus globalement les films d'animation principalement, à gros budget, grosse audience, plus mainstream. Déjà, il n'y a pas de parole, ça paraît anodin dit comme ça, mais faut porter ses couilles pour sortir un film sans aucun dialogue. Et c'est même pas tant que ça comme les films muets de l'époque, puisque même si sur des cartons et non audio, il y avait bien des paroles. Et petit détail, les animaux ne sont pas anthropomorphisés non plus. On n'est pas comme dans Zootopia où tout s'enscène. Les animaux sont des animaux. Avec quelques comportements plus humains, certes, parce qu'il faut quand même bien faire avancer le scénario, mais quand même des animaux. Et ça pousse le compteur de compassion au maximum. Vous connaissez ce mème qui circule sur cinéma qui dit que de voir des dizaines de milliers d'humains mourir dans un film c'est totalement ok, voire osef, mais que de voir un chien mourir et c'est la pire chose qui soit jamais arrivée, bah là c'est pareil. Le fait de les renvoyer au maximum à l'état d'animal, ça en fait des êtres totalement innocents. On ne peut pas les traiter de connards comme on traiterait des humains, parce qu'ils ont pas la conscience qu'aurait un humain. Et rien que ça, l'innocence même pure et dure des animaux, ça rend injuste le moindre petit truc mauvais qui pourrait leur arriver. C'est pour ça que tout le monde retenait son souffle dans les salles à chaque fois que le chat tombe à l'eau, et que ce commentaire là est un des plus populaires sur Letterboxd. Et aussi c'est un film qui prend son temps, il sort totalement de la course à l'attention en minimalisant ses séquences. Certains des plans sont très longs, comme celui dont j'ai parlé au début qui dure quasi 2 minutes, et que ça fait long 2 minutes. Exemple. Bon, ça fait pas 10 secondes et on s'ennuie déjà. Bien sûr, c'est pas du tout le même contexte, et ici je peux pas trop me permettre de vous perdre 10 secondes, mais vous voyez ce que je veux dire. Toujours dans le même sujet, il y a un point que j'aime beaucoup, c'est la non-utilisation de musique témoin. En gros, dans le cinéma, ça se fait beaucoup de ne mettre la musique dans le film que dans les dernières étapes. Et pour pas se faire chier, on met une musique qui existe déjà pour demander plus tard à un compositeur d'en refaire une exactement dans le même genre. Moralement et créativement, je suis pas sûr de la démarche, mais c'est tout un autre débat. Ici, la musique était faite au début et faisait partie intégrante du process créatif qui a fait du film un tout. Le film prend également son temps au niveau des musiques. Celles-ci ne sont pas omniprésentes, bien au contraire, elles jonglent avec le silence, laissant parfois des séquences vides de musique de plus de 5 minutes. Dans un film d'1h20, c'est quand même beaucoup. Et ça rythme le film sur 2 points. Par exemple, quand ils entrent dans la ville, la musique est grandiose pour souligner ce qu'on ressent en arrivant dans cette ville, grand bâtiment, qui reste haut dans le ciel malgré l'inondation. Et l'instant d'après, il n'y a plus de musique, du moment où les animaux commencent à se chamailler jusqu'à ce plan, qui fera l'affiche du film d'ailleurs. Pour moi, ce genre de moment, c'est pour garder l'émotion la plus pure dans la tête du spectateur sans l'influencer par une musique, sans rendre ça ni triste, ni glorieux, ni épique, ni quoi que ce soit. À ce moment-là, le film fait de son mieux pour ne pas influer le spectateur dans ses émotions par rapport à la scène. Scène qui sert également parmi tant d'autres à nous laisser le loisir d'explorer et découvrir les personnages. Le chat, c'est Ginz, c'est l'introverti, celui qui, par habitude, se démène toujours pour tout faire tout seul, mais qui, par la force des événements, doit travailler et collaborer avec d'autres personnes. Et c'est aussi un peu au passage le message du tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Le chien, c'est le suiveur, celui qui a besoin qu'on lui dise quoi faire. Celui qui ne prend pas de décision tout seul, celui qui préfère suivre les autres peu importe où ils vont, que d'essayer de mettre à bien des choses par lui-même. Et cette scène, tout au début, le montre très bien. C'est une bonne poire toute gentille, et s'il se met à aboyer et pourchasser l'eau pour chat, c'est parce que son gang de yinches, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. C'est parce que ses potes les chiens l'ont fait avant. Ensuite, on a le lémur et l'oiseau qui, eux, sont assez similaires en un sens. Ce sont deux parias, en quelque sorte. Deux personnages qui n'arrivent pas à être inclus dans leurs milieux sociaux, mais sur deux plans différents. Pour le lémur, c'est quelqu'un dont l'environnement ne le voit pas à sa propre valeur, mais plus à ses richesses. En tant que tel, il n'est pas accepté par les siens et doit charbonner, acquérir plein de biens, faire de ses preuves et se malmener pour être enfin accepté, entre guillemets. Et si je mets accepté entre guillemets, c'est parce qu'à la fin, quand il est réuni avec les siens, il ne le regarde pas lui, mais ses richesses. Ce pauvre lémur, il finit par le voir dans ce reflet brisé, littéralement, de sa relation avec ses pairs. Pour l'oiseau, il n'arrive pas à s'intégrer à cause des différences d'opinion qui l'opposent au sien. Dans cette scène, l'Opotisha se retrouve perdu au milieu des volatiles qui le menacent parce que plus tôt, notre oiseau voulait lui donner un poiscaille à graille, mais pas le clan. Son clan ne veut pas aider l'Opotisha parce que justement, c'est un chat et pas un oiseau, alors que notre oiseau ne voit pas pourquoi on ne l'aiderait pas, sous prétexte qu'il n'est pas pareil. Oui, interprété comme ça, il y a un gros sous-texte derrière. Et enfin, on a le meilleur perso, notre gars sûr, la force tranquille, le gars qui est tellement droit dans ses bottes qu'il a dit « Nique la nature, je vais apprendre à conduire des bateaux », Capybara-sama.
Lui, c'est l'imperturbable, le gars qui mène sa barque, assez littéralement du coup, la personne stable qu'on n'a rien à péter parce qu'elle est juste tranquille. Et ce que j'aime surtout avec tous ces personnages... Et la baleine? Ah, ça c'est une bonne question. C'est pas bien de couper les gens quand ils parlent, mais c'est quand même une bonne question. Je suis pas sûr que la baleine soit l'archétype de qui que ce soit, elle, mais si on en reparle après, ça te va? Est-ce que j'ai le choix? Non, ce que j'aime beaucoup avec ces personnages, c'est qu'ils sont des animaux. Ils sont décrits non pas par ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent d'eux et les beaux discours qu'ils pourraient sortir, mais par leurs actes, leurs instincts primaires, et je trouve que ça révèle quelque chose de bien plus profond en nous quand on commence à s'identifier à un des personnages. Ça en appelle beaucoup plus à notre zone instinctive de notre cerveau qu'à notre zone réfléchie, donc à notre zone émotive. Celle qui va nous dicter comment réagir face à un événement joyeux, à un danger, une tristesse, un coup qui va nous faire réagir avant même qu'on ait pu avoir le temps d'y réfléchir. Et je pense que c'est la partie la plus pure de chacun d'entre nous, celle qui nous définit le plus en tout premier lieu. Donc, ta baleine? Eh ben, c'est une bonne question que je me suis bien gardé d'esquiver pendant une grosse partie de ma réflexion et écriture sur ce film, malgré moi. Jusqu'à un soir où un pote à moi, Bernard, a regardé le film et ne l'a pas aimé. Il m'a expliqué pourquoi pendant plus d'1 heure, me remettant des sujets que j'avais juste occultés de ma vision depuis le début. Comme cette baleine. Et ça a été la discussion la plus enrichissante que j'ai eue sur tout le film. La baleine, qu'est-ce qu'elle fout là? On l'a vu depuis le début et c'est pas fini, à peu près tout dans ce film a une signification. Et la plupart, je les tire des mots du réal lui-même. Moi j'ai juste creusé et apporté quelques arguments dans son sens, plus quelques réflexions. Donc depuis le début, je me base sur ce que Zil Balodis a dit de son film, mais en interview, il répète aussi pas mal une chose, c'est qu'il ne veut pas tout dire, il veut laisser place à l'interprétation des spectateurs. Et bien sûr, il ne dit rien sur la baleine. Et depuis je fais une fixette dessus parce que pour moi à la base elle servait juste de Deus Ex Machina et ça m'allait à peu près bien comme ça. Oui, elle sauve Lopotisha 3 fois alors que c'était fini, le film est pas parfait non plus. Mais en discutant du film avec Bernard, il a dit un truc. C'est comme si la baleine représentait littéralement la peur de l'eau du chat. Et si la baleine, c'était la peur de l'eau du chat? Et en vrai, ça colle. Au début, elle est menaçante, il a peur de se mouiller ne serait-ce que le museau, elle est un danger. Ensuite, le chat s'habitue à l'eau, elle commence à être plus amicale. Au moment où le chat plonge de lui-même et est habitué à l'eau, elle est plus joyeuse, saute hors de l'eau et débloque le bateau. Littéralement, à ce moment, c'est grâce au fait que Lopotisha affronte et gagne contre sa peur qu'il permet à tout le monde d'avancer. Et à la toute fin, si la baleine meurt, c'est parce que le chat a vaincu sa peur de l'eau. Et le message vu comme ça est encore plus beau, parce que le petit chat se frotte à la baleine en signe de reconnaissance ou d'amour. Comme quoi il ne l'a pas vaincu par ego, mais a plutôt fait la paix avec sa peur pour la laisser partir. Et tant qu'on est dans les trucs qui n'ont aucun sens, le rêve du chat se place là aussi. À un moment du film, Lopotisha monte en haut du mât et fait un mini-somme, le temps de faire un mini dodo. Et là, il y a les cerfs qui tournent en rond autour de lui, il est terrifié, la montée des eaux arrive et engloutit tout. Deux choses là-dessus. Déjà, c'est basé sur un vrai comportement qu'ont les rennes dans la vraie vie de la nature naturelle, et qui n'est pas trop expliqué. Selon certains, ce serait par anxiété générale qu'ils feraient ça, mais personne n'est vraiment sûr. Mais ce à quoi ça m'a tout de suite ramené quand Bernard m'a remis ça devant les yeux, c'est qu'ils tournent en rond. Ils font une boucle. Comme le film dans son entièreté. J'ai vraiment l'impression que tout ce qu'il se passe dans ce film, la montée des eaux et tout ce qui en suit, c'est pas la première fois ni la dernière que ça arrive. Au début, on note ces quelques éléments. Le premier plan du film, c'est ce chat qui se regarde dans une flaque. Dans cet arbre, il y a déjà une barque qui n'a pas l'air d'avoir été mise là intentionnellement. Ensuite, juste avant la montée des eaux, on a deux signes. Cette musique et les cerfs qui courent dans la direction opposée. Et petit flash forward jusqu'à la fin, après que l'inondation soit redescendue. Petit, tu viens de sauter tout le film quand même. Après que l'inondation soit redescendue, on s'aperçoit que c'est comme ça que les barques finissent dans les arbres. La même musique inquiétante revient, les cerfs repassent encore une fois avec le même mouvement de foule, et le film se termine sur le chat qui se regarde dans une flaque. Et le capybara aussi, regarde-le. Je sais que c'est le pire des arguments de dire ouais, mais on dirait que... Mais on dirait quand même vachement que le capybara, c'est sa 12e montée des eaux. Lui, je suis sûr, il a déjà son bateau de près, il a l'itinéraire gravé dans sa tête pour sauver les autres, il a déjà tout prévu. Et cette boucle aussi veut à mon avis dire quelque chose de très important, mais on garde ça pour plus tard, parce qu'il reste quand même une toute petite question de rien du tout. Ils sont où les humains ? Et on va pas y répondre parce que j'en ai aucune idée, mais à la place on va remettre le film dans son contexte, ni scénaristique, ni de l'histoire du réalisateur, mais du genre auquel il appartient. C'est un film post-apocalyptique. En vrai on va quand même un peu y répondre, mais j'en ai quand même aucune idée. Eh ben putain, si c'est ça ta réflexion, tu m'étonnes que ça mette des mois à écrire tes scripts. Le post-apo est un sous-genre très populaire de la science-fiction où globalement on détruit le monde par une catastrophe, on garde quelques humains et on voit comment ça se passe. Et en général ça se passe
pas très bien. En série, c'est The Walking Dead, en livre, c'est Metro 2033, en jeu vidéo, c'est Fallout, en manga, c'est Evangelion. Bref, j'adore ça. Et en film, mais quelle transition magnifique et subtile en film. Non mais parce que tu fais ton intellectuel là, à faire du name dropping, mais monsieur parle de film et ne cite pas de film, c'est pas digne du cinéphile que tu es ça. Mais je suis pas cinéphile. Ouais. En film, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, que vous connaissez mieux pour avoir réalisé Harry Potter 3. Ce film est un des films préférés de Ginzil Balodis, un des autres films qu'il cite pour son top 4 de Letterboxd. Et qu'il l'ait pris en tant qu'inspiration directe ou pas, il y a certains détails à côté desquels on ne peut pas passer. Il a beaucoup appris de son rythme de ses films également, autant sur les plans séquences que Cuarón a vraiment perfectionné dans Les Fils de l'Homme, mais aussi dans le rythme du film. Lui aussi, comme Miyazaki, voue une importance à laisser des contrastes assez conséquents entre les moments d'action où il se passe 1000 choses à la minute et d'autres beaucoup plus calmes. Donc Flow c'est un film post-apo, ça veut dire qu'il y a un monde qui a l'air d'être le nôtre dans lequel les humains ont disparu, morts peut-être. En suivant ça, on peut théoriser comme on veut. Les humains, parce qu'on est sûr qu'il y en a eu, à en juger par la maison du sculpteur, la ville, etc. Si on reprend l'idée de la boucle, ils sont probablement tous morts pendant une précédente inondation, ou alors ils ont fui, ou même ils se sont transformés en animaux, pourquoi pas, et c'est pour ça que les animaux ont conservé quelques comportements humains. Oui, je vais trop loin volontairement, parce que mettre des gros zombies dégueulasses dans le même panier que ce petit chat tout mimi, ça me dérange un peu, et pas que parce que ça ferait un pique-nique désastreux. Il y a un truc qui colle pas, effectivement Flo coche toutes les cases, mais c'est quand même comme s'il n'avait pas à être là, comme si on s'en foutait. Parce qu'en fait, on s'en fout. Ça n'a pas de sens de chercher où sont les humains, de pourquoi les animaux ont quelques comportements humains, d'où vient l'inondation, etc., etc. Parce qu'il faut voir le film d'un autre point de vue. C'est quand même vachement une excuse à la con, ça. Ton film, il est pas réaliste. Il y a vraiment besoin qu'il soit réaliste, mon film? Bah ouais, c'est la moindre des choses. Tu veux un truc réaliste, toi? Excuse-moi, mais devant le Seigneur des Anneaux, personne s'est demandé pourquoi il y a des putains d'arbres qui parlent et qui marchent, hein. Si, et pour ta gouverne, c'est Iluvatar qui les a fait sous conseil de Yavanna, créatrice des choses qui poussent, parce qu'elle en avait marre un peu que sa nature puisse pas se défendre. C'est pas notre univers, ça se voit, le film ne s'en cache pas, c'est plus en fonction de chaque spectateur et de notre sensibilité, de comment on se plonge dans l'univers, de notre suspension d'incrédulité. Parce que ce film est plus à voir comme une fable, un récit emblématique, une histoire métaphorique. Tu vois ce que c'est une fable, hein, on a tous eu ce moment en primaire où on s'est retrouvé debout en classe à dire « Si votre ramage se rapporte à votre plumage », et personne n'a jamais critiqué ça en disant que c'est pas réaliste les corbeaux et les renards qui parlent. Ce qui est important, c'est la morale. Pour Gintz, c'est l'accomplissement de son œuvre, si je peux me permettre d'aussi grands termes. C'est la conclusion à un sujet qui lui trotte dans la tête depuis son court-métrage Aqua en 2012. Rappelez-vous, on disait tout à l'heure que Aqua parlait de la peur de l'eau, qui servait de métaphore à son anxiété. Cette fois, dans Flow, le sujet est poussé et abouti, puisqu'il finit par la vaincre. Mais l'évolution à noter entre les deux est qu'à cette peur de l'eau s'ajoute la peur des autres, l'anxiété sociale, ce que Gintz a voulu le plus mettre en avant et raconter. La morale de cette histoire est donc sociale. Elle dit aux introvertis que des fois, bosser à plusieurs permet d'accomplir de plus grandes choses et les encourage à sortir de leur zone de confort. Et que de l'autre côté, trop dépendre des autres n'est pas toujours bénéfique. C'est un parfait milieu entre la totale indépendance et son contraire. C'est l'évolution du chien et du chat tout au long du film. Et dernier aspect, celui de la boucle. J'aime bien voir le message derrière comme quoi tout ça n'est pas acquis. C'est pas parce que tu viens de vivre une grosse épreuve que tu vas être tranquille. Mais au moins maintenant, tu es préparé, tu as tes potes avec toi, tu sais comment ça se passe. Et la boucle, ça peut aussi se raccrocher au fait que la vie est constituée de cycles. Des fois, on va vivre la même chose, mais dans un autre lieu et avec d'autres personnes. On va voir des profils, des situations se répéter, et ce qui va changer alors dans nos perceptions des événements, c'est à quel point nous, on va être préparés. Et ce qui va alors créer le vrai changement, c'est notre histoire personnelle. J'aime les films d'animation. Quand il parle aux enfants avec une histoire rigolote, épique, un peu triste peut-être, mais qui va leur faire passer un bon moment, qui va leur faire découvrir des personnages et du paysage. Quand il parle aux adultes avec un sous-texte quasi palpable une fois que tu as grandi, qui va résonner sur des sujets sensibles, mais incroyablement bien abordés et qui va pousser à la réflexion, bien encore après le visionnage. Quand l'auteur y met de soi, quasi littéralement, quand en ayant réfléchi un minimum sur le film, on s'aperçoit qu'en fait on a découvert une partie de la vie et de la personnalité du créateur. Quand il propose quelque chose de nouveau, en mixant plusieurs influences, mais en le faisant assez justement pour que tout soit harmonisé de sorte à servir le propos. Et surtout j'aime les films quand ils mixent tout ça. Flow c'est un très beau film, et c'est aussi un message d'espoir. L'espoir de voir que les films qui essaient des choses ne sont pas morts, l'espoir de voir que des petits films indés de pays sous-représentés finissent avec un Oscar, l'espoir de voir que plus de public encensent ce genre d'initiative. À une époque où tous les films les plus attendus sont des suites et tous les plus gros succès au box-office sont des remakes, Flow fait du bien à mon cinéma. Merci Monsieur Zilbalodis d'avoir fait ce film. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici.
Attends, j'ai pas fini. Remets l'image nette, enlève la musique, j'ai encore des trucs à dire. Ok, Flo, c'est super et tout, mais je crois qu'il y a un autre truc plus important que j'ai réappris en faisant cette vidéo. Et ça, c'est Bernard qui me l'a fait réaliser. Notre discussion sur le film a été super enrichissante. Parce qu'il a pas aimé le film, 2 étoiles quand même, petit saligo. Que moi je l'ai adoré, mais il y a un truc sur lequel j'ai bloqué contre mon gré, c'est que parfois on ne pouvait pas être plus d'accord sur des arguments. Genre, ça servait à rien de débattre. Ses arguments et les miens allaient dans l'exact même sens. Mais pour lui, c'était un argument pour dire que le film est nul, et pour moi, l'inverse. Typiquement, le manque de dialogue dans le film. Pour lui, c'est chiant, Je résume grossièrement, viens pas me taper, s'il te plaît. et pour moi, c'est la force du film. Et ça m'a rappelé une histoire personnelle avec un autre grand film, Mulholland Drive. En explorant un peu le cinéma avec un grand C, notre beau 7ème art, on s'aperçoit vite que ce film est dans absolument tous les tops des meilleurs films de tous les temps. Et pas des vieux tops perdus sur internet, hein, non, mais de critiques cinéma et magazines qui sont reconnus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors j'ai voulu le regarder aussi, et en plus avec la mort récente de David Lynch, son réal, paix à son âme, le cinéma pas loin de chez moi l'a rediffusé en salle en hommage. L'occasion était donc parfaite. Et j'ai franchement pas passé un bon moment, j'ai pas aimé et j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même essayé de pas avoir la démarche stérile de direct mettre ça dans la case film de merde. Alors en rentrant chez moi, j'ai regardé plein d'analyses, de commentaires du film et de la carrière de Lynch. Mais même après avoir tout lu et en étant d'accord avec ce que les gens avançaient, tous ces mystères, ça n'en faisait pas pour moi un aussi bon film. Il y a peut-être une histoire de contexte, de mood du moment, ou juste que c'était pas le bon temps pour moi de regarder ce film, et je compte bien un jour prendre ma revanche et essayer de mieux comprendre le cinéma lynchien. Mais ça n'empêche que là, tout de suite, j'ai quand même un peu cette impression que c'est de la branlette intellectuelle. Et c'est ça, la vraie conclusion. C'est que Flo, c'est de la branlette intellectuelle. Non, la conclusion c'est pas que Flo c'est un excellent film, c'est que j'ai trouvé Flo excellent. Et que j'ai su écouter quand on me disait l'inverse. Parce que tout est subjectif, on a tous notre point de vue, tous notre vision des choses, et c'est ça qui est putain de génial. Alors la vraie morale c'est bateau, mais j'en ai rien à foutre, et si on arrivait tous, et moi le premier à l'appliquer, le monde serait magnifique. Soyons confiants de ce que nous aimons et de ce que nous n'aimons pas, ne restons pas fermés aux autres avis, apprenons à écouter et à nous faire écouter, parce que tout ça en dit plus sur nous, et si vous voulez connaître quelqu'un, ne lui demandez pas quel film est son film préféré, mais pourquoi c'est son film préféré, et pourquoi c'est Star Wars 3. Restons curieux, restons à l'écoute, sans trop de mauvaise foi, mais un peu quand même, parce que c'est marrant. Bisous, merci, et au revoir. Ah oui, reviens un peu en arrière, parce qu'il est pas tombé à la flotte. À la fiotte.